Le Parlement congolais a adopté un règlement intérieur dans lequel il a décidé d'octroyer à chaque député deux véhicules. C'est un cas unique en Afrique. En Europe, en Occident, n'en parlant même pas, on n'achète pas de voiture aux députés. Mais pour renforcer la blague, n'est-ce pas, M. Isidore Mvouba, président de ce Parlement, égal à lui-même, sans aucun respect pour la population, sans aucune morale sur le denier public, fait une interview aux Dépêches de Brazza dans laquelle il dit que c'est une véritable avancée, c'est un progrès pour notre pays, parce que désormais, un député qui ne siège pas et qui laisse son suppléant siéger peut librement voler son véhicule, partir avec, en faire sa propriété privée, et non, l'État a prévu remplacer le véhicule immédiatement, donc le véhicule est là pour son suppléant. Mais dans le cas où, effectivement, le suppléant ne siège pas, parce que la plupart des députés n'ont pas de fonction, le suppléant donc ne siège pas, il bénéficiera aux frais de l'État d'un véhicule neuf pour toute la durée de la mandature, pour toute sa vie. Vous les avez élus peut-être pour ça, je n'étais pas au courant. Ils sont 151 députés multipliés par 2, ça fait 302 députés pour des véhicules d'une voiture de 35-40 millions. Nous sommes à des sommes qui dépassent 10 milliards de francs CFA. En période de rentrée scolaire où les parents sont en train de galérer pour s'organiser, pour savoir comment trouver de quoi acheter les fournitures scolaires de leurs enfants. Moi, il m'arrive parfois d'imaginer des conversations dans la famille Mvouba ou dans la famille Sassou, comment ça se passe. Oui, ça va. Ah, tu t'es acheté un pied à terre à New York, combien 10 milliards. Ouh là là, très drôle. Enfin, c'est quand même assez curieux, ces gens-là. Leur relation avec la morale, l'éducation qu'ils ont reçue, on se demanderait si on a vécu dans le même pays. Enfin, bref. Faut-il s'en offusquer? Effectivement, faut toujours s'offusquer. Faut jamais se fatiguer de s'offusquer. Parce que sinon, on devient comme eux. On perd le sens des réalités, on perd le sens de la morale, on perd le sens de la communauté, on perd le sens de la solidarité. On se dit que tout appartient à un groupe et puis les autres n'ont absolument rien, il faut continuer à s'offusquer. Mais au-delà de s'offusquer, il faut agir. Il faut agir, il faut trouver des solutions pour que cela change. C'est le but de tout mon discours, c'est le but de tous les efforts que je fais depuis quelques jours pour essayer de vous rassembler, pour essayer que nous allions ensemble, pour que nous changeons ce système des choses. Pas pour aller participer à un système, pas parce que je serai là présent, peut-être que je dirai quelque chose qui va changer. Non, ça va rien changer, ma voix sera inaudible. Non, ceux qui nous rejoignent, et ils sont nombreux, au même moment que je vous appelle à nous rejoindre, je dois quand même remercier tous ceux qui sont en train de nous rejoindre, qui viennent des partis politiques classiques, qui n'ont jamais fait de la politique, qui ont eux-mêmes dirigé des partis politiques, qui nous rejoignent, qui nous soutiennent, qui nous accompagnent. C'est vraiment formidable, on ne peut pas les oublier, il faut les remercier. Mais bien sûr, il faut continuer à venir toujours plus nombreux, il faut que nous pesions dans la société. Ce combat doit être mené pour renverser le système. Ceux qui nous rejoignent, c'est ce qu'ils nous disent. Ne demande pas de les accompagner. N'ayons pas peur, n'ayons pas honte. N'ayons pas de gêne là-dessus. Ne vous dites pas que si vous y allez trop frontalement, ils vont savoir. Ils savent très bien. Ils savent. Les gens qui coptent, ce sont les gens qui ne sont pas suffisamment outillés, suffisamment soutenus. Ils savent comment vous me soutenez. Ce sont les gens qui ne sont pas suffisamment intelligents. Ils savent. Donc ne rêvez même pas qu'il y a des systèmes dans Tourloupe, on va se glisser, et puis non, c'est pas la peine. Et si on fait ça, on est dompté par le système, c'est pas la peine. Il faudrait que nous allons avec la volonté franche, la volonté directe et farouche de prendre le pouvoir. Comment nous trouverons les solutions? Ne vous inquiétez pas, mais nous n'irons pas dans les sentiers battus. Nous avons été avec nos frères Guy Brice Parfait Kolela, avec le général Jean-Marie Michel Mokoko, en 2016 et en 2021, nous avons vu comment ça s'est passé. Nous ne répéterons pas les mêmes erreurs. Nous mettrons plus d'intelligence, plus de technique, plus de stratégie et nous allons les surprendre. Nous allons leur donner des mots de tête. En tout cas, nous n'irons pas là où ils nous attendent. Nombreux me posent la question, est-ce que ce que vous faites, c'est pour 2026? C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Si nous suivons le calendrier de Sassou, il est fait pour que le PCT puisse déclarer que le PCT a gagné. C'est tout. Donc il faudrait trouver des petits cailloux à mettre par-ci par-là. Il faudrait trouver des étapes de grands chambardements. Eux-mêmes ne comprendront pas, mais nous allons nous battre pour y arriver. Pour y arriver afin que ce pays change, afin que ce pays se gouverne autrement. Vous savez, en principe, je suis expert du développement, il faudrait à peine 100 jours pour réformer un pays. 100 jours. C'est la règle universelle. En 100 jours, on peut mettre en place un certain nombre de jalons dans un pays pour que les principaux mécanismes soient déjà différents de ce qu'ils étaient et qu'ils soient dirigés vers le développement, vers un pays plus intégré, c'est-à-dire où tout le monde bénéficie des richesses du pays, où le partage se fait très très bien. La distribution des richesses du pays se calcule par un coefficient qui s'appelle le coefficient de Gini. Au Congo, il est catastrophique. C'est-à-dire qu'il y a une petite minorité qui a tout et une grande majorité qui n'a rien. C'est de cette grande majorité
Il n'attend qu'elle d'agir pour pouvoir avoir ce qui lui revient. Ces gens-là ne sont pas inébranlables. Car aucun tyran ne pourra résister à la volonté du peuple de vouloir le changement. Il faudrait juste qu'on leur montre ce changement. Il faudrait peut-être que vous, le peuple, savez qu'autre chose est possible, parce qu'à force de voir ça, nombreux sont certainement convaincus que rien d'autre n'est possible. Mais bien sûr que c'est possible. Il est possible de voter une loi qui fait que on connaît le salaire du président de la République. Emmanuel Macron, la semaine dernière, a été interrogé par des enfants de l'école primaire. Vous gagnez combien? Il leur a répondu, mais c'est public. Combien vous gagnez d'argent? Alors, je gagne, c'est public, hein. Je dois être payé comme président de la République avant le prélèvement à la source. Je crois que c'est environ 13 500. Combien? 13 500, je crois. Ouais. Et après, alors les gens te diraient, en comparaison avec les ennuis et le secteur privé, que ça va pas, mais ça te paraît beaucoup. Et après, avec le prélèvement à la source, ça doit faire 8 500 par mois. C'est ça à peu près. Et je vous le dis, je gagne 13 000 euros et je paye tant d'impôts, il me reste 8 500. Il l'a dit. 8 500 euros, c'est à peu près 5 millions et des poussières de francs CFA. On peut très bien le faire, ça n'a rien de compliqué. Il y a des soulèvements qui vont se passer si on se met à visser, à serrer les vis de gens qui gagnent de l'argent, mais on sait comment éviter toutes ces questions-là. Il faut bien que les gens qui gagnent trop d'argent, qui volent, n'en gagnent plus. Et on sait très bien qu'ils vont s'organiser pour faire des coups d'État. On a vu l'exemple du président Pascal Lissouba, qui était serré parce que l'armée appartenait à d'autres personnes et il a eu du mal à asseoir sa politique. On a eu le temps depuis de réfléchir. On a vu dans d'autres situations comment on a pu réussir des transitions sans que les régimes sortants ne puissent vous gêner. La science ne s'arrête pas, l'observation ne s'arrête pas. On a vu les cas, comment c'est passé, on sait maintenant comment les arrêter et comment les bloquer. On sait maintenant comment faire pour avoir une classe dirigeante consacrée à son travail. Parce que souvent, qu'est-ce qui fait que les gens restent au pouvoir 10 ans, 15 ans, ne veulent pas quitter je ne parle même pas des présidents, je parle des directeurs qui ne veulent pas quitter leur poste et qui font tout pour se tenir le régime pour le faire. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il va faire avant. Il faut construire des véritables plans de carrière. Il faut que la carrière de la personne ne puisse plus dépendre du mouvement politique. Ça, on sait le faire. On va l'apporter. On va mettre les mécanismes nécessaires de manière à ce qu'une carrière puisse évoluer. C'est-à-dire que d'un poste à un autre, il y a des mécanismes donnés. Soit ce sont des concours pour les postes moyens, soit pour les postes plus élevés, on met une commission qui vérifie les CV des gens. Quand un poste est ouvert, il est ouvert, les gens postulent, et c'est une commission qui sélectionne les 3 personnes qu'on envoie à la personne qui doit nous nommer et qui choisit ce qu'il nomme. C'est des choses que l'on sait faire. Pas comme on voit dans notre pays, n'importe qui nomme qui il veut. Regarde les directeurs de cabinet. Ils sont souvent nommés par la confiance que leur fait le ministre. Parce que c'est un ami, ou parce que quand je le vois tchatcher, j'ai l'impression qu'on est la tchatche, je le prends. Ils arrivent dans des ministères parfois techniques, parfois compliqués, dans lesquels ils ne connaissent absolument rien, mais ils sont là. Il faut que ça s'arrête. Il faudrait réformer l'ensemble de l'administration. Il faut que l'administration soit indépendante de la politique. Il faut créer des secrétariats généraux qui sont là dans le plan de carrière pour arriver secrétaire général et dressés dans des textes clairs avec un tribunal administratif qui est là pour surveiller que le pouvoir politique ne vienne pas nuire. Ce sont des mécanismes avec des garde-fous qui gardent les garde-fous des garde-fous qui fonctionnent très bien, que l'on sait faire. En 100 jours, on peut répondre aux questions urgentes des Congolais en mettant en place un véritable service public de l'eau. Avoir des citernes qui viennent livrer de l'eau chez les gens pendant qu'on est en train de réparer toute la tuyauterie. On ne laisse pas les gens se démerder eux-mêmes. Cela peut se faire. Si on supprime des chambres inutiles comme le Sénat, en 100 jours, on peut réduire le prix des médicaments par 2. Une partie est prise en charge par l'État de manière globale, mais en plus, faire à ce que pour les personnes âgées, pour les personnes enceintes, pour les enfants, pour les personnes en situation de fragilité, on divise par 4. Il faut suffire de les enregistrer, qu'ils aient une carte, et on sait que celui-là, quand il arrive à une pharmacie, il a une réduction, le reste est pris en charge par l'État. En 100 jours, on peut lancer un programme d'emploi d'une envergure, mais qui avalerait 100 000 personnes, en lançant par exemple un programme de briqueterie, par exemple, avec de l'argile. On lance des grandes briqueteries, des grands fourneaux, où on fait cuire de l'argile pour fabriquer énormément de briques, suffisamment pour construire totalement les logements que nous avons au Congo. Construire les grandes villes, construire Gamboma, construire Abala, construire Evo. Je parle de ces villes parce qu'elles sont au centre du Congo.
Il faudrait rééquilibrer la population du Congo. Mais pour les construire, on a besoin des milliers de briques. Peut-être qu'il faudra 1 année ou 2 ans pour que 20 000, 30 000 personnes ne fabriquent que des briques, pour que nous puissions, des briques, des pavés, des tuiles. Nous avons suffisamment d'argile. Nous mettons ces gens-là au travail. Ils sont rémunérés par des bons. Le système de bons existe jusqu'aux États-Unis. Hein. Quand on n'a pas d'argent, on fait des bons avec lesquels, dans certains magasins, on peut retirer de la nourriture, ainsi de suite. Ils sont payés en partie par du liquide, en partie par des bons. Et toutes ces personnes-là sont mises au travail rapidement pour fabriquer des choses dont nous aurons besoin dans 1 an, dans 2 ans, lorsque nous déciderons de construire une ville de 50 000 personnes à Abala, 50 000 personnes à Gamboma, 50 000 personnes je ne sais pas où, pour que les populations puissent aller là-bas, avec les industries qui vont avec pour qu'ils puissent travailler. Des grandes villes comme Londres, des grandes villes comme Amsterdam, beaucoup de grandes villes sont construites avec des briques en argile cuite. C'est pas de la pauvreté ou c'est pas de je ne sais pas quoi. Au contraire, c'est très écologique. Ça échange bien les températures entre l'extérieur et l'intérieur. Mais ça, pour le décider, on n'a pas besoin de beaucoup de temps. On recense les chômeurs, on trouve un système de paiement avec le peu d'argent qu'il y a, on paye avec l'autre. On leur fournit des bons, on recrute des agriculteurs parce que la première chose qui va leur manquer là où ils vont travailler, c'est la nourriture. On recrute des agriculteurs qui sont là pour travailler, pour produire les aliments que ces gens-là vont manger, qu'ils vont payer avec les bons qu'on leur a donnés. On met le système en place. Ça, c'est en 100 jours qu'on peut le faire. Je pense aussi notamment pour les grandes villes à la construction de nouveaux camps militaires. Vous savez, quand nous avons pris l'indépendance, on avait 500 militaires. Au Congo, il n'y avait que 500 militaires. Et pour ça, on avait 6 camps militaires. Tous les militaires étaient logés dans les camps militaires parce que les militaires devaient être groupés en cas de mobilisation pour qu'ils puissent sortir ensemble. Aujourd'hui, nous avons 40 000, 50 000, 60 000 militaires. D'ailleurs, le chiffre, on ne le connaît pas. C'est un chiffre top secret. Mais on n'a plus de camps militaires, on n'a pas où les loger. Est-ce que cela est normal? Cela n'est pas normal. Il faut construire de nouveaux camps militaires. Pas dans la ville, mais comme c'était à l'époque, comme les camps militaires doivent être faits, c'est-à-dire tout autour de la ville. Nous avons vu avec la guerre en Ukraine que nous ne sommes à l'abri de rien, que nous avons des voisins qui ne sont pas forcément des démocraties, qui ne sont pas forcément bien intentionnés, et donc il serait bien que la guerre, c'est un peu comme les assurances. Hein, vous payez l'assurance de votre voiture chaque année, vous ne faites jamais les accidents, ça vous emmerde quand vous la payez. Mais le jour où vous faites un accident, c'est là que vous comprenez que vous avez bien fait de payer 10 ans, 20 ans sans rien. Mais l'armée, c'est pareil. Il faut la financer. Il faut qu'elle soit performante tout le temps, même après 50 ans de paix. Voilà. Mais il faut donc s'en occuper. Il faut gérer les militaires. Il faut créer un statut militaire. Et ce statut militaire doit être détaché du statut des civils, doit vivre en dehors. On ne peut plus continuer à avoir des militaires businessmen, propriétaires des hôtels. Mais ça, c'est des normes, c'est des lois que l'on prend tout de suite avec des commissions de contrôle. C'est des choses qu'on peut faire tout de suite. C'est juste un manque de volonté, peut-être aussi une non-connaissance de la technicité à mener ces questions-là à bien. En 100 jours, nous pouvons améliorer les capacités de nos agents publics, qu'il s'agisse des enseignants, qu'il s'agisse des infirmiers, qu'il s'agisse de tous les agents dont nous avons besoin de services. Il faudrait tout simplement faire des petits tests, des bilans de compétences, savoir qui a besoin de quel complément, savoir qui a besoin de qui a été surclassé, parce qu'avec notre société du parrainage, des ceci, cela, les faux diplômes, il y en a beaucoup, des gens qui avancent alors qu'ils n'auraient pas dû avancer, c'est des contrôles qu'il faut faire passer par là, c'est des examens qu'il faut passer. Rapidement, on sait qui va repartir en formation, parfois c'est des formations continues, on travaille le matin, on a 2 heures l'après-midi, 2 fois par semaine pour se perfectionner dans un domaine, pour savoir utiliser un ordinateur, pour savoir faire des calculs, et ainsi de suite. En 100 jours, on est capable de savoir où est l'état de notre administration, déjà envoyer les gens en formation, pour que de manière à ce qu'au bout de 6 mois, et ainsi de suite, que nous ayons une administration beaucoup plus performante et au service de la population. Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que l'incompétence de nos concitoyens nous touche tous. Parce que ce sont les services qui nous rendent qu'ils deviennent mauvais. Et nous nous plaignons après qu'aucun ascenseur ne marche. Nous nous plaignons ensuite qu'à l'hôpital on meurt. Nous nous plaignons. Ceux qui sont ministres, qui gagnent 20 millions, 30 millions, croient qu'ils y échappent, mais en réalité, non. Si vous faites un accident de circulation, c'est une infirmière qui va venir vous mettre un cathéter. Mais si elle ne sait pas le faire, vous êtes mort. C'est un médecin qui va peut-être lui demander de lui mettre une piqûre donnée, mais il va lui dire, bon, mettez-lui 3 mg par 10 kilos qu'il a. Il faudra qu'il calcule ça par rapport aux 70-18 kilos que vous avez pour obtenir le bon dosage. Mais si déjà, depuis l'école primaire, elle avait sauté certaines notions de mathématiques, elle n'y arrivera pas et c'est votre vie qui sera en danger.
Donc, ce sont ces gens-là qui calculent nos retraites. Donc, vous, monsieur le ministre, quand vous serez vieux, mais c'est ces gens-là qui vont calculer vos retraites. Ces gens que vous avez maltraités, ces gens que vous avez mal formés, ces gens que vous avez mal accompagnés. Ce sont ces gens qui réparent votre voiture, qui font que votre voiture vous coûte plus cher. Parce que les mécaniciens, aujourd'hui, font de la même mécanique qu'on faisait il y a 30 ans, il y a 40 ans. Ils ne sont pas spécialisés dans l'électronique. Ils ne savent pas connaître les nouveaux alliages. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de vous dire au Congo, non, il faut toujours emmener la Toyota parce qu'il n'y a pas d'électronique. Mais à un moment donné, ça va s'arrêter. En 100 jours, nous pouvons rendre l'essentiel des paiements électroniques. Pas seulement les paiements de l'État, même les paiements privés. Faciliter le paiement de son bus par le téléphone. Ça nous évitera la corruption, ça nous évitera le policier qui attend au coin de la rue pour qu'on lui verse 2000 francs, que lui, il va reverser à un chef derrière au bureau, colonel, qui attend sa recette journalière du raquettage des citoyens. Ça nous permettra, jusque dans les églises, dans les Mahabonza, vous les donnerez électroniquement. Ça permettrait toujours qu'il y ait une souche que l'État puisse vérifier combien a été perçu réellement et qu'est-ce qui peut justifier qu'un seul individu ait dans sa maison 250 millions de francs CFA. On découvre plus tard qu'il s'agissait en réalité de 900 millions qu'il nous a menti 2 fois. Il faut former les cordonniers, il faut former les menuisiers, il faut former les artisans, leur donner les outils, les machines pour qu'ils puissent travailler un peu mieux, recruter, créer de l'emploi. Mais pour faire cela, on a besoin de mener une petite étude, de savoir qui en est capable. Certains ne savent pas lire ou écrire, il ne faut pas les abandonner parce qu'ils ne savent pas lire ou écrire. Au contraire, il faut les former à cela. Mais ceux qui sont le plus près, on peut leur donner des prêts contrôlés, surveillés par des gens jusqu'à ce qu'ils soient indépendants et qu'ils puissent s'en sortir. C'est des programmes que nous pouvons mettre en 100 jours. Mais des problèmes comme le problème des partis politiques, ethniques, ainsi de suite. Mais on peut dissoudre tous les partis politiques. Aujourd'hui, il y a des systèmes qui marchent très bien, où vous arrivez devant un écran, vous devez cliquer sur des points, vous êtes pour l'avortement, non, vous êtes contre ceci, non. Ça vous donne une liste peut-être de 200 questions auxquelles vous avez répondu devant un ordinateur, et l'ordinateur vous donne un ticket. Et ce ticket dit que vous êtes fait partie du parti A, parce que vos idées penchent plutôt de ce côté-ci. Un autre vient du parti B. Et ensuite, on vous convoque tous ceux qui avaient les tickets A, B, C, vous vous retrouvez pour créer un parti. L'État le finance. L'État vous donne des moyens. Chacun se retrouve dans un parti avec des gens avec lesquels ils sont idéologiquement proches. C'est pas magique. C'est pas magique, vous êtes idéologiquement proche, vous arrivez là, tous vous êtes égaux, vous prenez le doyen d'âge qui va diriger la première session, vous créez un parti, mais il y a un magistrat à côté ou un agent de l'État, un juriste qui va surveiller qu'il y a un règlement général des partis politiques que vous devez respecter. Vous avez un financement automatique, surtout pour la première fois, avant qu'on sache ce que vous allez valoir. Vous battez, ainsi nous aurons des partis qui n'appartiendront pas à monsieur Intel, le parti de monsieur Intel qui est géré avec sa poche de manière dont on ne sait pas. Ça, c'est des choses qu'on fait, je vous dis, en 100 jours, on a réformé le système des partis politiques. Le tribalisme est terminé dans les partis politiques. Peut-être que ça va s'enrayer. On va se retrouver dans une situation où Kiki ne sera pas dans le même parti que son père. Hein. On va se retrouver dans une situation comme ça parce qu'en tirant les tickets, chacun n'aura pas forcément la même vision de la société, le même goût de la société. Parce que certaines questions que l'on pose, vous ne pouvez même pas répéter aux gens, moi, on m'avait demandé ça parce que ce n'est pas la même question. Dans l'ordinateur, il y a 2000 questions. Vous n'en aurez que 100 ou 150 qu'on vous a posées. Vous ne saurez pas ce qu'on a posé aux autres. Mais ça vous donne un profil idéologique. Aujourd'hui, ces questions psychologiques, vous voyez comment fonctionnent des trucs comme Facebook. On sait exactement ce que vous voulez, quels sont vos besoins, sans même vous avoir posé de questions. C'est devenu des systèmes très performants. On vous fait ça, vous vous retrouvez dans un canevas de partis politiques. Chacun se retrouve dans un canevas de partis politiques, des gens qui étaient proches, mais finalement, vous n'avez pas les mêmes idées. Vous restez amis, mais chacun son parti politique parce que l'un est contre l'avortement, l'autre est pour. Parce que l'un est pour que les impôts soient par répartition de telle manière, l'autre pour que par telle manière. Vous avez répondu à des questions qui ont cerné votre profil idéologique et votre profil politique. Et vous êtes séparés de cette manière-là. Pour avoir des partis réellement au service de la nation et dégagés de toutes ces influences ethniques et tribales que nous devons sincèrement combattre. Ainsi, en 100 jours, nous pouvons avoir un pays complètement transformé. Mais pour cela, il faut que nous arrivions au pouvoir, il faut que vous nous accompagniez, il faut que vous nous souteniez, il faut que vous nous aidiez. Partagez cette vidéo pour soutenir la liberté d'expression, pour faire connaître qu'il existe d'autres personnes que ceux qui nous dirigent aujourd'hui, que tout le monde n'est pas compétent, que tout le monde n'est pas fermé dans un clan, que tout le monde n'est pas là pour se servir. Je vous remercie.